Pas en considérant les transmissions comme de la transac. Mais qu'est-ce que j'ai horreur de ce terme? De la La transac. transac, en fait, c'est les termes. C'est de la transac. On parle, ouais, Transaction. on fait des opérations, j'ai fait de la transaction. Vous avez rien compris à votre métier, hein. La transmission, c'est une transition. C'est construire la transition. C'est marcher sur un pont qu'on est en train de construire entre un cédant et un repreneur. Oh, c'est beau. Mais c'est ça. Marcher sur un pont qu'on est en train de construire. C'est un peu dangereux, mais... Un peu dangereux, mais c'est dangereux, la transmission. Ouais. Reprenariat, effectivement, c'est une rencontre. C'est une rencontre, ouais. Une rencontre. Et donc, avec les dangers qu'il peut avoir. Il faut rendre possible. Il faut rendre possible les transmissions d'entreprise. Il y a trop de cédants qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où s'y prendre. Quel est le premier conseil que tu donnerais? Alors, on parle beaucoup de création d'entreprise, mais un tout petit peu moins de reprise d'entreprise, quoique c'est en train d'arriver, hein. Les sujets arrivent sur la reprise d'entreprise. Et pourtant, en France, 40% des dirigeants des TPE, PME et ETI ont l'intention de transmettre leur entreprise à horizon 5 ans. C'est quand même un chiffre énorme. Donc, on a un potentiel de 370 000 entreprises, de 1 à 5 000 salariés et environ 3 millions d'emplois salariés qui sont concernés. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir qui va reprendre ces entreprises et comment se passe réellement une transmission. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Favaro d'AF Optimum. Est-ce que tu peux te présenter de manière concise? Concise, avec plaisir. Je suis Amélie Favaro. Moi, je suis spécialisée initialement en gestion financière d'entreprise. Ok. Et ça fait 15 ans que j'accompagne des entrepreneurs de toute taille sur toutes les grandes étapes de l'entreprise, que ce soit la création, la reprise d'entreprise, la structuration, la croissance et évidemment la transmission. Donc ça fait partie de mes petits sujets favoris, parce que c'est des sujets qui sont ultra complexes, sur lesquels il y a une multitude d'enjeux. Et c'est ça que j'aime dans ces projets-là. Alors moi, je me présente du coup. Donc, on me connaît, enfin c'est sur ma chaîne YouTube, donc Charine Pertus. Moi, je m'occupe de la structuration d'entreprise et de la transformation digitale des entreprises. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui m'intéresse, puisque il va falloir travailler sur les actifs un peu immatériels de l'entreprise. Ça doit te parler forcément, c'est-à-dire la formation des équipes, les bons logiciels installés, les bases de données qui sont nickel pour assurer une meilleure transmission d'entreprise. Je pense qu'on partage toutes les deux la notion, et effectivement, il y a un très gros volume d'entreprises qui sont à transmettre, Ouais. pour plein de logiques, hein, pour des logiques de départ en retraite, pour des logiques aussi de personnes qui en ont assez et qui ont envie de passer à autre chose. C'est un sujet. La question, c'est comment on rend possible ces transmissions. Et je pense que c'est vraiment sur ce terrain-là qu'on se retrouve, parce qu'on a vraiment à cœur de rendre possible ces transmissions. Il y a l'envie et il y a le fait de rendre possible les choses. Et c'est là-dessus qu'on bosse toutes les deux. C'est très joli, l'envie et rendre possible. Et donc, je vous ai donné une statistique au tout début. On va s'appuyer sur le formidable travail de la BPI. Je mettrai leur dossier qu'ils ont fait sur le reprenariat. Ils ont quelques messages clés, donc on va s'appuyer sur quelques messages clés pour justement avoir cette conversation sur le reprenariat. Et justement, l'un des messages clés de cette étude, c'était que 30% des repreneurs, donc c'est quand même assez énorme, hein, 30% des repreneurs, Un tiers quand même. un tiers, on est pas mal, déclarent avoir rencontré des difficultés justement sur les reprises d'entreprise. Donc, on va en venir à ce que tu fais pour les aider, parce que c'est vraiment une partie de ton métier. Toi, comment tu les accompagnes justement sur leurs projets, les difficultés qu'ils rencontrent, et comment ça se passe concrètement sur ce sujet? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors, très souvent, il y a deux côtés quand même dans la reprise d'entreprise. Il y a le côté de celui qui transmet et de celui qui veut reprendre. Donc, Exactement. c'est deux ports différents. Alors, forcément, il faut créer un pont entre les deux. Mm. Mais on est souvent d'un bord et pas des deux. D'accord. Ça, c'est la première chose. Souvent, régulièrement, moi, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent je voudrais reprendre cette entreprise. Alors, ça peut être une entreprise de transport, ça peut être un restaurant, ça peut être une boîte de bâtiment, ça peut être une entreprise de paysagiste, ça peut être très, très varié. Ah ouais, tu as vraiment multitude d'entreprises. Multitude de secteurs d'activité. Ouais. Donc, je travaille sur tout type de secteur d'activité, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat. Les gens arrivent, ils disent voilà, j'ai repéré une entreprise et puis je voudrais la racheter, mais je ne sais pas trop comment on fait. Ah, c'est sympa. Ok. Et du coup, dans ces démarches-là, en fait, il y a un accompagnement global, c'est-à-dire que il va y avoir tout un travail de rapprochement, déjà, dans un premier temps, de rapprochement avec le cédant, celui qui veut transmettre son entreprise. Parce que la première étape à faire, c'est de créer le lien de confiance. D'accord. Ça, c'est notre première étape. Et ensuite, on va rentrer dans tout un processus qui est quand même assez long. Il faut se dire qu'une reprise d'entreprise, ça se fait rarement en dessous de 9 mois. D'accord. Même pour tes petites... Alors, sur des toutes petites structures, on peut générer des opérations en 3-4 mois, mais sur vraiment des petites structures bien prêtes, sur d'autres entreprises, on est plutôt sur 9 mois, 1 an,
1 an et demi parfois, hein. J'allais dire, c'est une période de gestation humaine, mais jusqu'à de la gestation d'éléphant, quoi. Si c'est de 9 mois à 2 ans, là... Et dans la mesure où ça a déjà été un peu préparé. Si on D'accord. est sur des groupes qui sont déjà un peu significatifs en termes de taille, donc significatif, ça peut être déjà 5 millions de chiffre d'affaires, par Ok. exemple, on est facilement sur les 9 mois et ça veut dire qu'on a déjà fait un travail préparatoire en amont. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et puis ensuite, il va y avoir tout un processus de négociation, il va y avoir un processus d'analyse des comptes des entreprises, il va y avoir un processus on se met d'accord du coup sur un prix par rapport à cette analyse qu'on a pu faire. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur un prix, sur aller travailler la levée des financements, parce que souvent on fait un effet de levier quand on reprend une entreprise. Moi, je connais très peu de repreneurs qui sont arrivés qui ont payé cash, hein. Donc souvent, on a besoin d'une banque. Ah, vas-y. Alors, on reviendra sur le juste prix après, mais parle-nous justement de ces modalités de financement, parce que effectivement, on se dit, le repreneur a du cash, il vient. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment tu les aides à acheter une entreprise, si je puis dire, à la reprendre plutôt que même acheter? Quels sont tes différents leviers pour les aider? Si tu peux nous dévoiler quelques secrets, hein. Alors, les quelques leviers clés qu'on va avoir, alors tout le monde parle toujours que de l'apport. Là, on vient de faire une opération autour de 4 millions d'euros. Le porteur de projet, il n'avait pas d'apport. Donc, Ok, d'accord, on n'était pas prêts. donc c'est possible. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que tu as Mais fait? Quel est le secret? sur ce dossier-là, on a été chercher des investisseurs connexes qui sont D'accord. juste là en apporteurs de capitaux, qui prennent une part minoritaire, qui sont du métier. Ok. Et du coup, ça apporte un autre regard, un deuxième regard. Mais du coup, l'autre associé a mis des fonds sur la table. Et celui qui reprend, qui va diriger l'entreprise, qui va la piloter, qui va la développer, était proportionnellement très très faible en termes d'apport. On a fait ça, D'accord. on a été chercher des prêts d'honneur, on a été chercher des réseaux entreprendre, d'initiatives Grand Reims, par exemple, sur Reims. D'accord. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent, mais des fois on a l'esprit un peu figé en se disant il faut 20, il faut 30% d'apport, sinon c'est pas possible. C'est pas tout à fait vrai. Donc il faut de l'apport, mais c'est pas tout. Et j'ai envie de dire, les banquiers le regardent, mais c'est clairement pas la première chose qu'ils vont regarder. Ce qui va les intéresser, c'est est-ce que le profil du repreneur nous va? Est-ce qu'il a les compétences? D'accord. C'est ça la clé. Moi, il y a des banques, très clairement, qui ont un positionnement, s'il n'a jamais travaillé dans ce métier-là, jamais on le finance. Ah oui, c'est une des théories que j'entends. Une théorie, c'est le fondeur market fit. C'est-à-dire si la personne correspond au marché qu'elle va entreprendre, à l'entreprise qu'elle va. S'il y a un fit entre le s'il y a un fondateur fit, et le alors- repreneur, du coup, pas le fondateur, mais Alors, effectivement, il y a quelque chose sur la philosophie peut-être partagée Oui. entre celui qui transmet son entreprise et celui qui la revend, enfin qui la reprend. mais aussi sur le marché, Alors, sur le marché, sur l'expertise métier. sur l'expertise métier et le marché. Il y a l'expertise métier, puis il y a aussi par rapport à ce qu'on va percevoir parce que toutes les entreprises ont des problématiques, faut se le dire, Oui. elles ont toutes des défis, elles ont toutes des challenges. Par On rapport le sait bien, hein? aux défis, aux challenges qui vont attendre le repreneur, est-ce que ce repreneur a les reins suffisamment solides? Ah, d'accord, j'adore. Est-ce que c'est le repreneur OK avec le marché, OK avec l'entreprise et OK avec les challenges de l'entreprise qui va reprendre? Exactement. Il y a Super intéressant. il y a des dirigeants qui sont très bons quand tout est mis en place et que ça roule. Des profils plutôt gestionnaires. Profil plutôt gestionnaire, on continue à faire ce qui se faisait. OK. Il y a des profils où si on est sur une entreprise qui est pas forcément en difficulté, mais qui va avoir des gros challenges à relever en termes d'optimisation, de pilotage de la rentabilité, on va aller chercher des profils qui ont la capacité à inverser des tendances. D'accord. Et là, on va se poser la question, est-ce que ce repreneur potentiel, il sait faire ça? Est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce qu'il a déjà des preuves qu'il l'a déjà fait? Ah oui, Et d'accord. c'est ça qui va donner confiance aux banques derrière. Bien plus que j'ai 50 000 à mettre sur la table, c'est est-ce que tu as la capacité de relever ces défis? D'accord. Donc, du coup, un bon repreneur, enfin, une bonne philosophie de repreneur, ça peut être déjà quelqu'un qui a entrepris ou qui est déjà du métier ou qui Déjà du métier. Ouais. Déjà du métier quand même très très souvent. monte une sorte de patte blanche ou qui rassure par donc, son expertise. par son expertise. Donc, du coup, je comprends mieux effectivement pourquoi l'apport n'est pas forcément prioritaire, même s'il faut de l'apport, ou alors cette nouvelle, enfin là, ce que tu viens de dire, une sorte de pool d'investisseurs autour de toi, Oui, on peut aller chercher des pools d'investisseurs. ou des pools d'associés, en fait. Ouais, d'autres associés qui sont du métier, qui ne sont pas du métier. On peut aller chercher des crédits vendeurs aussi, hein. Si Tu peux nous expliquer ce qu'est un crédit vendeur Un crédit vendeur, c'est quand le cédant a suffisamment confiance dans le repreneur pour dire tu ne me payes pas tout de suite tout le prix de cession Ok. et tu vas me rembourser au fur et à mesure, me payer au fur et à mesure l'entreprise. Et du coup, c'est comme s'il prêtait lui-même l'argent. Donc il dit ok, la boîte elle est à toi, mais tu me dois par exemple 500 000 et ces 500 000, on va les étaler sur 5 ans. Ok. Alors,
là, du coup, on t'a plein de enfin, là, tu as beaucoup de leviers et peut-être que il y a Il y encore a, il y a beaucoup de leviers. Après, si on part sur... parce que la partie bancaire, elle est forcément bien prépondérante. Il entendu. faut pas la sous-estimer, on est d'accord. On est toujours avec vous les banques, vous inquiétez On a pas. besoin de On a besoin de vous, on vous vous. salue. Voilà. Après, sur les banques, ce qui va les rassurer, c'est qu'on ait compris les comptes. On ait Mmh. compris... moi, ce que je fais quand je présente un dossier prévisionnel, c'est que je vais avoir pris le temps de décortiquer la moindre ligne qu'il y a Mmh. en comptabilité et qu'on est capable d'expliquer la moindre charge, le moindre produit, qui sont les clients, quelle récurrence, quelle saisonnalité, quelle contractualisation du chiffre d'affaires, quelle charge, quel levier, quels salariés vont partir en retraite, c'est quoi la pyramide des âges, est-ce qu'on va avoir les équipes pour faire le Ah boulot, oui. à quel point la boîte elle dépend du dirigeant, comment est-ce qu'il va falloir remplacer, est-ce qu'il va falloir 3 personnes pour le remplacer, est-ce que notre dirigeant il est suffisamment stable, est-ce que si le dirigeant il part, on va perdre notre bras droit. On va se poser toutes ces questions-là. Et en fait, on va tout décortiquer. Et quand on va arriver en banque et présenter notre dossier, on ne va pas juste dire ah bah, on a la capacité de reprendre. On va dire voilà ce qu'on a fait comme travail d'analyse, voilà là où sont les points de difficulté, voilà comment on va les travailler. Et c'est ça notre projet. Waouh. Donc on travaille les chiffres, bien sûr, mais le projet, on va le construire autour d'une stratégie de reprise et de transmission. Oui, parce que tu dis que ça peut être de 9 mois à 2 ans, donc il y a C'est long. c'est énorme. Ouais. Et après, il y a la post-reprise, on en parlera. Mais je voulais revenir sur cette idée de prix, parce que je suis toujours mon fil conducteur de la BPI France. Il y a 26% des repreneurs qui jugent le prix de l'achat trop élevé. C'est toujours trop cher quand on doit Toujours trop payer. cher. Quand on veut acheter, c'est toujours trop Ceci cher. dit, souvent, il y a des prix qui sont un petit peu exorbitants. Alors, déjà, tu nous as donné quelques clés dans ce que tu as dit avant par rapport à comment tu analyses les chiffres. Mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ce message? Et est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet à nous partager ou, Alors, je pense que ce qu'il est important de remettre déjà, c'est le contexte. Ok. Le contexte de la transmission. On peut avoir des contextes qui sont très, très, très variés. Contexte familial, je transmets à mes enfants. Alors, c'est pas parce qu'on transmet aux enfants que c'est pas cher. Hein. Ah. D'expérience, j'ai pu voir des dossiers où justement parce que c'était dans la famille, finalement les prix étaient très élevés. On demandait très cher sur la transmission. Super la famille. Donc il faut pas avoir les idées arrêtées. Ça, c'est pas forcément. On favorise pas toujours les enfants. C'est pas toujours vrai. D'accord. D'ailleurs sur les enfants, par contre, pour des parents plus volontaires à transmettre, il y a des donations aussi qui peuvent être faites sur les entreprises familiales. Donc, premier contexte, on peut avoir des entreprises familiales. Ensuite, on peut avoir des entreprises où on est une petite structure, on va être revendu, on va se revendre à notre principal concurrent ou à quelqu'un qui travaille sur un marché, mais sur lequel on a développé une part et que lui n'a pas faite. Donc, par exemple, là, j'ai bossé sur un dossier de transmission à une activité de paysagiste. Lui, il était spécialisé, celui qui vendait était spécialisé plutôt dans la partie entretien. D'accord. Celui qui l'a acheté, il le côtoyait depuis des années, ils ont fait leurs études ensemble, Ok. mais lui, il était plutôt dans la partie créa et il voulait développer l'entretien depuis longtemps. Donc du coup, c'était naturellement son repreneur, même secteur géographique, complémentarité des activités. Du coup, ça s'est fait comme ça. Donc là, on est sur un rapprochement et on va chercher plus D'accord. de parts de marché et un nouveau métier, une expertise nouveau métier. Et du coup, en banque, enfin, je ne sais pas du coup si tu as pris le levier bancaire peut-être pour ce dossier. Alors là, j'ai fait les deux parties. T'as fait les deux sur ce parties. dossier. Ça doit être super intéressant pour leur dire il va gagner des parts de marché en plus puisqu'il va aller chercher le domaine de l'entretien. Enfin, Et sur les métiers d'entretien, par exemple, il y a de la récurrence. Il y a des contrats d'entretien, donc ça se valorise d'autant plus. Donc, ah oui, tu valorises le contrat, on bien valorise sûr. les contrats. Donc là, il peut y avoir cette logique-là, par exemple. Plutôt, je revends à un de mes concurrents. Autre logique qu'on peut avoir, c'est dans des transmissions fonds d'investissement. J'ai une belle boîte, Oui. mais en fait, elle a un énorme potentiel. Mhm. Sauf que ce potentiel, j'ai besoin de gros moyens financiers pour le développer. Et du coup, je vais être prête à transmettre soit la totalité de ma boîte à un fonds, soit une partie de mon entreprise à un fonds d'investissement que je vais faire rentrer au capital, qui va pouvoir injecter des fonds propres, qui vont pouvoir me faire le levier de développement. D'accord. Il y a des entreprises qui meurent, qui se perdent, ou en tout cas qui périclitent, parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas eu cet apport de cash qui leur a permis d'aller chercher la vraie croissance. Donc ça aussi, c'est une autre forme de transmission d'une certaine manière. De toute façon, là, le repreneuriat, ça va être un sujet qui va vraiment devenir, comment dire, très fort, mais à un point sur l'emploi, sur les savoir-faire qu'on va pouvoir perdre, sur même des marchés qu'on va perdre. Donc,
vraiment falloir qu'on se mette dessus de C'est la manière pérennité des entreprises, hein, donc et, alors il y a des belles boîtes. Là, j'ai une boîte, sur un et de pro hein, l'économie et du pays, hein, quand de même. tout, c'est un C'est écosystème. un écosystème. Là, oui, voilà, c'est Ouais, ça. Là, c'est un écosystème. merci, c'est le terme que je voulais employer. On parle d'écosystème fragile au niveau de l'environnement. Là, il faut savoir que, il n'y a pas beaucoup de repreneurs par rapport au nombre de cédants, Mmh. il y a vraiment une histoire d'écosystème un peu fragilisé en ce Alors, moment. ce qui est Et des opportunités. ce qu'il faut se dire souvent là-dedans, peut-être juste pour donner 2 autres exemples et ça me permettra d'illustrer encore mieux, Vas-y. un autre type de reprise, c'est quand il y a un salarié qui reprend. Ah oui. Là, j'ai une entreprise, la salariée, ça a été l'entreprise a été créée par un homme qui a transmis à 2 de ses salariés il y a 15 ans. De ces 2 de salariés, il y en a une qui part en retraite et maintenant c'est transmis. Il y a une salariée actuelle qui est là depuis 10 ans qui reprend les parts et ils arrivent à faire la chaîne de bons salariés qui reprennent la boîte. Ça aussi, c'est beau. Il a créé, si on veut, une lignée Il a créé une lignée de de salariés, transmission, mais par le salariat. C'est génial, en Et fait. là, il y en a une qui rentre et ils disent déjà, ah, bah, il y a une salariée qu'on a depuis quelque temps. On sent qu'elle serait dans cette dynamique. Donc peut-être qu'on a déjà le repreneur pour dans 10 ans. Tu me fais rebondir sur un de mes sujets, du coup. Là, pour moi, ça, c'est de la culture d'entreprise. C'est clair. Il a montré l'exemple Mm. transmis. Du coup, elles ont aimé ça et elles veulent transmettre. Donc, la transmission par le salarié devient de la culture d'entreprise. Ça veut dire que les salariés que tu embauches, c'est Il les pas... recrute dans ce sens-là. Tu les recrutes dans ce sens-là. Et ça peut être un esprit, on va dire, de famille. Mais c'est souvent mal employé, je trouve, dans les entreprises familiales. Mais là, c'est vraiment une transmission de ligne entreprise. Je trouve ça super intéressant au niveau de la culture d'entreprise. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a souvent, très très souvent, le repreneur, il est déjà dans le champ de l'entreprise. Et Oui, ça, on n'en a d'accord. pas toujours conscience. Alors quand c'est familial, c'est un peu évident. Quoique des fois, Quoique, il vaudrait peut-être mieux pas, des fois. Et d'ailleurs, il y a des erreurs de transmission qui sont faites quand même, ça c'est important de le dire. Il y a des dirigeants qui développent leur boîte, qui arrivent à 55, 60, 65 ans, en ayant cet espoir que du coup les enfants reprennent, mais qui est parfois un espoir biaisé. Et du coup, quand on a mis un peu son dévolu sur un repreneur, on a arrêté son dévolu sur un repreneur qui peut-être n'a pas les reins suffisamment solides pour on reprendre. le voit beaucoup dans l'agriculture. Oui, On le voit dans l'agriculture où on pense que le fils, la fille va reprendre. Et je pense que c'est des conversations qu'il faut avoir très tôt, si c'est possible, ne pas avoir peur de parler d'argent et de transmission et de voir s'il y a un intérêt. C'est ça, parce que sinon, des fois, on se retrouve après, le temps passe, et puis on se retrouve avec un dirigeant qui a 65, 70 ans, Qui fatigue. qui fatigue, Bah oui, et normal. des repreneurs qui finalement ne sont pas suffisamment solides. Et là, on se retrouve, pour le coup, avec un vrai problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette entreprise qui dépend d'un dirigeant qui commence à faiblir, et des jeunes qui sont plus ou moins imbriqués, mais qui n'ont pas la capacité de reprendre. Et là, il y a un vrai gros sujet de transmissibilité de l'entreprise. Donc dans la famille, il y a ça. Et puis après, dans les réseaux, quand on dit qu'il faut une expertise métier, je pense à cette entreprise de transport, le repreneur et le cédant, ils se connaissaient. Ils se D'accord. connaissaient déjà. Ils se croisaient sur des marchés, par exemple. Ils étaient de la même activité. Même activité. D'accord. Pas tout à fait exactement le même métier. Donc dans le transport, mais pas tout à fait les mêmes métiers dans le transport. Oui, Mais ils se côtoyaient. ils se Ils avaient comprennent. des clients communs. Ils se connaissent. Ils se rencontrent sur des appels d'offres. Ils ont dû se parler de leurs problèmes, ils ont dû échanger sur. Exactement. Et du coup, il y a, en fait, c'est facilitant parce qu'il y a Mm. déjà un bout de lien de confiance qui est connu. On a déjà observé l'autre dans sa manière de faire sur un plan professionnel. Mm. Et du coup, ça favorise la confiance et ça va favoriser la négociation du prix. Je reviens sur ce que tu dis, sur ce côté très humain, parce que moi, j'anime des ateliers sur la clarification des valeurs. Donc là, tes valeurs sont clarifiées, tu t'es rencontré, mais des fois, la rencontre ne se fait pas. Et avoir des valeurs solides que tu projettes avec un vrai storytelling, mais pas juste pour raconter des histoires, comme tout le monde, bienveillance. Non, pas ça, pitié, pas ça. Vraiment, non, s'il vous plaît. Je Ne sais sors- ton amour pour cette Ne valeur dans sortez les pas la entreprises. valeur bienveillance à chaque fois, par pitié, je n'en peux plus. Il faut vraiment que vous ayez une réflexion, parce que c'est de l'actif immatériel toujours, Ouais. une réflexion sur vos valeurs et pas juste dire des mots, comment elles transparaissent. Par exemple, Dans l'entreprise les actions. dans les actions. L'entreprise dont tu parlais, qui a transmis à ses salariés, si sa valeur est transmission, ouais, ok, vous pouvez utiliser la valeur transmission, elle est effective, vous pouvez en parler, vous pouvez raconter l'histoire de ces salariés qui ont repris au fur et à Et mesure. pour illustrer ce l'entreprise. dossier, l'entreprise est vendue à un prix vraiment pas cher. C'est-à-dire, on Mm. respecte les règles de problématiques fiscales, mais vraiment au prix le plus bas possible pour que ça soit le plus facile possible. Mm. Et pour le coup, il y avait eu des crédits vendeurs sur ce dossier-là, par exemple. Donc, c'est une vraie valeur qui est vraiment incarnée. Mais du coup, tu attires les salariés qui pourraient t'intéresser dans cette... Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire au niveau des valeurs. Vous allez
ou attirer des gens qui sont pas dans votre environnement proche, ou alors dans votre environnement proche, les gens ils vont se dire: «Ah mais attends, mais en fait, il faudrait peut-être qu'on cause parce que j'avais pas identifié ça comme ça». Donc la clarification de vos valeurs, la clarific parlez de ce que vous faites, parlez, communiquez, soyez humain, réseautez, mais pas réseauter dans le sens, comme on le fait souvent, aller boire une coupe de champagne à Reims. Non mais c'est bien, on se l'avoue, On a mais notre réputation. on a notre réputation à tenir, mais vraiment, parler avec, je vais employer le mot authenticité qui est aussi galvaudé, mais vraiment avec vérité de ce que vous êtes, de ce que vous aimez faire et de vos problèmes aussi, de ce que vous rencontrez. Parce que vous pouvez avoir des échanges, c'est des histoires de rencontres en fait. C'est une vraie histoire de rencontre et du coup, il y a un très grand travail de transparence. Alors, je me méfie un peu de ce terme parce que quand il est Mais c'est employé en pareil. général, En fait, le en point, selon les personnes les moins transparentes qui l'utilisent, mais il y a une vraie logique sur celui qui cède, euh, d'honnêteté. Ouais. D'honnêteté de c'est quoi mon entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est, une vraie curiosité du repreneur et pas des gros sabots qui arrivent. On veut une curiosité de comprendre du cet sabot écosystème. léger. Sabot léger. On y va en douceur, on met une pointe de sel et de poivre dans le plat, mais voilà, on met pas trop de piment tout de suite. Il y a aussi quelque chose sur un aspect psychologique parce que justement, La dimension humaine, ouais. la dimension humaine, elle est vraiment clé dans la transmission Comment d'entreprise. tu l'abordes du coup, ce sujet-là? Et c'est le plus gros sujet. C'est le plus gros sujet parce que très souvent, on se dit bah, je veux vendre mon entreprise. Oui. Oui, très bien. Là, tu te mets du côté du cédant, Par tu veux vendre, exemple, ok. oui. Mais psychologiquement, on n'est pas forcément prêt. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, soit on l'a créée, soit on l'a reprise. L'entrepreneuriat, pour ceux qui connaissent un petit peu, on y met toutes ses tripes, on y met Ouais. toute son énergie, on y met toutes On ses y heures. met ses nuits, sa jeunesse. On y met ses nuits, sa jeunesse, son énergie, sa vigueur, sa joie, ses pleurs, sa colère, tout y passe. Voilà. Tout y passe. C'est une passion, c'est quelque chose qui prend aux tripes. Donc, c'est une vie, en fait. Oui, C'est une vie, on est l'entrepreneuriat. passionné. C'est une vie. Et du coup, on ne vend pas un bout de papier, en fait. Non, hein. c'est ça. Il y a, il y a- On transmet un morceau entier de sa vie à quelqu'un. Mm. Et donc, on y a mis, quand on dit c'est un un bébé. bébé, ouais, c'est Il y a un un petit peu de bébé ça. qu'on a vu grandir, etc. etc. Surtout s'il y a des salariés, s'il y a. Est-ce il que y a quelque chose qui s'est transmis. Mm. Et t'as un côté de protection, en fait. il y a un côté de protection, donc il va falloir. Il y a déjà cet aspect psychologique qui est clé. Forcément, il y a un aspect financier, parce qu'après, Oui. quand on a mis autant dans quelque chose, on veut un retour sur investissement. Ça fait partie du jeu. Et du coup, ça va être un jeu de trouver le gagnant-gagnant. Comment on trouve l'équilibre entre le cédant, ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti, lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est des super bases, mais qu'il va y avoir des choses à transformer. Et le repreneur, comment il va pouvoir transformer ça? En fait, le repreneur, il doit en quelque manière vendre le projet de qu'est-ce qu'il va faire de l'entreprise. Et on aime bien dire, transmettre, c'est pas vendre, c'est pas céder, c'est pas partir, c'est pas tout planter et disparaître. Mm. C'est préparer son entreprise à renaître dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, quand on n'est pas prêt à l'entendre, quand on n'est pas prêt à le vivre, on n'est pas encore prêt à vendre. Je comprends vraiment ce que tu veux dire, parce que moi, Toi, tu fais ça. Mais en Et fait, j'accompagne ce effectivement. travail. Alors, toi, t'es plus sur la partie repreneur. Ouais. Moi, ça serait plus la partie cédant, sans qu'il y ait opposition. Mais vraiment, je comprends vraiment ce que tu veux dire, parce que moi, je les accompagne déjà sur la transformation digitale. Rien que ça, implanter les logiciels de facturation électronique, les implémenter, former les équipes, il y a déjà, c'est pas qu'il y a de la douleur, mais il y a déjà la transformation du changement. On vient changer les habitudes. Donc, il y a déjà cette chose où tu dois renaître, tu dois travailler dessus. Et moi, ce que je dis aux entreprises, c'est que c'est pas juste de l'implémentation de logiciels. Ça, c'est pas ça le plus important. C'est de travailler ces bases de données. En fait, tu l'as dit. Tu as dit, j'essaye de comprendre les contrats clients, les clients qui y sont. Donc, il faut vraiment travailler tout ce qui est donné. Les data rooms, c'est un gros morceau Les données- sur la transmission d'entreprise. Les données, les documents scannés, l'accès facile à l'information. Merci Amélie, facile, hein. je le dis, je l'ai dit dans des shorts, je l'ai dit dans des vidéos, vos données, ce sont votre mine d'or, vous êtes assis dessus. Donc moi c'est plus la transformation digitale, donc avoir des CRM ou des ERP, des logiciels où les données sont bien traitées, vous savez qui sont vos clients, par qui sont recommandés, combien ils font le chiffre d'affaires. Vous pouvez travailler avec les matrices BCG que tu dois connaître pour savoir
Qui sont les clients que vous devez un peu plus Où travailler? est-ce qu'on a du levier de développement Du ou levier de pas? développement, exactement. Mais ça, c'est votre priorité. Et les logiciels, les outils ne viennent que vous aider à travailler intellectuellement sur cette partie, en fait. Et Et plus il y ça, aura de, plus il y aura de la lisibilité c'est ça. de cette information, la lisibilité. Moi, j'ai des clients, ils ont des tableaux dans tous les sens. Ouais. J'arrive, j'ai dit, mais Faites-moi venir. on n'y arrive pas. J'ai eu un cas là, il n'y a pas longtemps. Où on va avoir un gros sujet de transmission pour le coup sur ce dossier-là. J'ai 3 comptables. Elles me font 3 fichiers différents qui ne sont absolument pas uniformisés. C'est Et du elles- polyamour comptable? Comment ça se passe, Mais ça? on a besoin de 3 comptables, ma foi. Et en fait, je leur dis, mais là, les fichiers sont pas uniformisés, on n'a pas de vision globale. Elles font, oui, mais opérationnellement, c'est compliqué parce qu'on a chacune notre méthode de travail. Je fais, opérationnellement, je comprends que ça soit compliqué pour vous, mais stratégiquement, pour le dirigeant, ça m'inquiète un peu plus parce que du coup, on n'est pas capable de prendre une décision. Donc, en fait, votre travail, il est au service du dirigeant et de Du sa prise de dirigeant, décision. mais au service de votre client, par pitié. Ouais, qui, lui, est au service du client. Qui, oui, mais bien sûr. Et voilà, qui a ça en vision. Et dont les entrepreneurs, nous, c'est notre métier d'accompagner les entrepreneurs, de les aider, d'aider les dirigeants. C'est vrai qu'on voit des choses où aidons-les, quoi. Aidons-les à mieux servir leurs clients. Donc, la data dans l'entreprise, on n'est pas là pour faire plaisir au comptable pour qu'elle ait son fichier comme ça lui fait plaisir. On est là pour avoir de la donnée qui nous donne de la visibilité, qui nous permet de décider rapidement et clairement. Je suis d'accord. Et en plus, maintenant, avec les nouveaux outils, on peut vraiment avoir son pilotage d'entreprise. Ça a des portails Oui. comptables qui sont ouverts dans les outils. Franchement, Et- on vit une ère qui est... Et puis, il Plus faut accessible. se dire que sur la transmission, c'est de la prise de risque quand même. Enfin, Ah oui. quand on est dans un cadre familial, généralement, on a baigné dedans depuis toujours. Ok. Quand on est le salarié, généralement, on a eu accès à même pas l'information. On sait les actualités, les problématiques, les difficultés. Ok. Quand on est un externe qui débarque C'est l'informel. et on récupère de la data, on croit ce qu'on nous dit, on challenge un peu ce qu'on nous dit, on décortique, on audite. Ok. Plus ça va être lisible, plus ça va être clair, plus ça va donner confiance. Quand on demande des tableaux de bord qu'on les a pas, est-ce qu'on a confiance dans l'atterrissage du résultat? Pas vraiment. Quand on demande les contrats commerciaux et qu'on les a pas, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment des contrats Dans commerciaux? quel dossier sont-ils? Voilà. Dans quel... Donc en fait, c'est plus vous allez être en capacité de donner de la lisibilité sur votre entreprise, plus vous allez inspirer confiance, à moins qu'il y ait des loups énormes dans votre entreprise. Et là, je vous conseille à la rigueur d'être plutôt honnête, parce qu'il y a quand même des garanties d'actifs passifs quand on reprend des boîtes. Donc ça aussi, ça se négocie, parce qu'il y a une prise de risque, et du coup, on va essayer de sécuriser au maximum aussi le repreneur. Et là, on va avoir un travail avec des avocats, des fiscalistes, des juristes. D'accord. Ah oui, qui sont indispensables dans ces process-là pour venir sécuriser le repreneur, sécuriser le cédant, évidemment, mais aussi sécuriser le repreneur sur le fait qu'il n'y ait pas un énorme loup dans l'entreprise. Je connais à titre familial ma belle-sœur. Son père a fait faillite d'une entreprise qu'il a reprise parce qu'il y avait des gros litiges sur de la construction. Il a fait faillite et il paye encore la dette aujourd'hui, 20 ans plus tard. Parce qu'il n'avait pas cette garantie. Parce que les garanties avaient été mal structurées, mal faites. Et D'accord. ce qui fait qu'il a repris des litiges de chantier, des choses comme ça, qui l'ont mis complètement Ah à oui, mal. d'accord. Ah oui, Donc, d'accord. ça a fait une faillite familiale, en fait, derrière. Donc, les impacts peuvent être énormes. Donc, Énorme. la notion d'accompagnement du cédant, du repreneur, sont indispensables dans ces process-là pour que ça se passe bien. Et alors, c'est comme dans un divorce. Mais en fait, il n'y a pas... L'entrepreneuriat, les relations humaines dans l'entrepreneuriat, c'est les relations amoureuses. C'est la même chose. C'est pareil. Si vous êtes dans un divorce et que vous entendez bien avec votre cédant, votre ex-conjoint, si vous entendez bien, que vous mettez d'accord, que vous avez une capacité de communication, de passage de l'information, de structuration, que c'est fluide, les enfants, ils le sentent, les enfants, ils se sentent bien, et les enfants, ils retrouvent un équilibre. Si on sent que ce n'est pas le cas entre un cédant et un repreneur, qu'il y a du conflit, qu'il y a des litiges, qu'il y a des non-dits, qui est au milieu? Les salariés, bien vu. Les salariés. Et les clients. Et les clients, merci. Qui le sentent. Les salariés et les clients. Et là, vous allez avoir double peine. Donc, une reprise, forcément, il y aura des points de friction. Une négociation, il y a forcément des points de friction. Il y a forcément un moment où on met le point sur la table, on dit je me retire. On l'a fait. Voilà, il y a des dossiers, on a fait. On dit en fait, à ce point-là, on arrête. Dévoile tout. Mais oui, il y a un moment, il faut dire non, en fait, là, on n'est plus OK. D'accord. On a fait des efforts, une négo, c'est dans les deux sens. On a fait des efforts, ça ne marche pas, on arrête là. C'est du poker menteur ou c'est vraiment plutôt de la négo Non, alors il faut avoir en tête jusqu'où je peux aller vraiment.
La meilleure solution de repli, jusqu'où tu vas et Ouais, jusqu'où tu te bah, replies? jusqu'où je peux aller, parce que quand je suis repreneur, il y a un moment, ça sert à rien de reprendre une boîte pour laquelle je vais pas pouvoir rembourser la dette d'acquisition, hein, parce qu'on n'a pas du tout. Déjà, pour aller trouver un prêt bancaire, on va avoir du mal. Mmh. Et puis, on n'a pas envie non plus. On veut bien prendre des risques, mais pas des risques inconsidérés. L'entrepreneuriat, c'est pas prendre des risques inconsidérés. Donc, on va faire des négociations en phase avec ça. Mmh. Je suis prêt à aller jusqu'à tel prix, parce qu'à tel prix, je sais que je génère tant de rentabilité et qu'avec cette rentabilité, je rembourse la dette. Peut-être que c'est un peu court, mais je sais que j'ai des leviers d'amélioration de la rentabilité et que du coup, je vais pouvoir rembourser ma dette. Donc, on va avoir en tête, et ça va faire partie de mon job, dire, bah, là, on a un peu de jeu là-dessus. Il y a un peu de trésorerie excédentaire. Mmh. On pourra jouer sur ça. On pourra jouer sur des décalages de remboursement de la dette la première année pour avoir une première année où on restructure et on réaméliore notre résultat. Et du coup, on va avoir notre levier. La BPI, par exemple, on en parle parce qu'on Oui. utilise leur étude. On utilise leur étude. Sur des reprises d'entreprises, ils ont un impact énorme, hein, parce qu'ils peuvent prendre jusqu'à à peu près un tiers, hein, D'accord. de financement, de prêt vraiment. Mmh. Et ils vous offrent 2 ans de différé. Donc vous avez un LBO, vous pouvez avoir 2 tiers que vous Alors, allez commencer à rembourser tout de suite. LBO, tu peux préciser, LBO, excuse-moi? c'est le fait de souscrire un emprunt pour reprendre des titres de société. OK, d'accord. D'accord, donc ça se fait en général à travers une structure holding. Mmh. Donc la holding vient se porter acquéreur Mmh. des titres des sociétés, et cette holding, elle va souscrire un emprunt pour acheter ces titres. OK. Et du coup, sur ces emprunts, la BPI, elle va offrir des délais de règlement, des délais de remboursement. Ah oui, On va ce qui avoir peut être un avantage sur ouais, le fait de se structurer. le fait de reprendre les rênes de la boîte. Parce que si l'entreprise n'était pas assez visible, si le travail n'a pas été fait, entre guillemets, Mmh. par le cédant, il y a tout un travail sur les logiciels, comme j'ai Mmh. dit, mais aussi sur avant les logiciels, avant l'IA. Bien sûr. Clarifier les process, par pitié. On reprend les bases. Quels sont les Ah process? oui. Quel est mon parcours client? Quel est mon parcours prospect? Enfin, juste ça. Et Il y a papier, ça. crayon, hein. Et Vous alors, reprenez. Et après, vous pouvez l'appliquer dans votre il logiciel. faut aussi avoir en tête qu'un cédant qui a envie de partir, qui a Oui. mis sa boîte en vente, Oui. 1 an, elle part pas. 2 ans, elle part pas. Comme une maison. 3 ans, elle part pas. Mais vous en avez plein les pattes. Donc qu'est-ce qui se passe? Le cédant, il lâche du lest. Bah oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'on reprend une entreprise que j'appelle en roue libre. Mm. Ça tourne. Bon, c'est pas optimisé. Ça fait 3 ans que les clients, ils n'ont pas vu un commercial pour renégocier les conditions. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, il va falloir aller voir tous les clients. Il va falloir renégocier les augmentations tarifaires. Donc en fait, c'est une glissade C'est un tout doux. glissement, ouais. Un glissement tout doux de Et ça, l'entreprise. Tu l'as au niveau client et tu l'as aussi au niveau salarié. Les Les salariés. salariés ne sont pas formés en continuité. Est-ce que Les entretiens professionnels. les sont entretiens pas faits. professionnels qui sont des obligations RH obligatoires, enfin voilà. Est-ce que oui, donc ça, en fait, c'est toujours les enfants qui trinquent, quoi. C'est toujours les enfants qui trinquent. les enfants C'est et souvent ça, ouais. les salariés et les clients. Ouais. Effectivement, c'est humain. On prend le cédant qui a essayé de vendre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant 3 ans, je veux dire. Ouais. C'est la métaphore de la maison, en fait. Et alors, une fois, 2 fois, 3 fois, il y a aussi juste parce que des fois, on a un repreneur qui arrive Ouais. et qui va mener toute l'étude et qui va demander tous les documents et qui va faire tous les audits et qui va venir traîner dans l'entreprise. Et puis, au bout de 6 mois, 9 mois, il dira finalement, je reprends pas. Ah oui, d'accord. Il y a ça aussi. Il y a cette usure, un peu comme quand on fait visiter sa maison, et une visite, 2 visites, et on nettoie la maison, et 3 visites. Et à la fin, t'en as marre. et On tu en a fais- marre, on n'a plus envie de les accueillir, en Ouais. fait, les acheteurs potentiels. Donc, c'est pareil. Ah Et oui. puis, une entreprise, on se met à poil. Mm. Quand même, hein. Il faut dévoiler son entreprise, donner des chiffres, de la confidentialité, des bulletins paye. Il y a énormément d'informations confidentielles qui circulent. Ah oui, parce qu'il faut donner aussi matière à l'informel. Donc il y a la finance, Mm. il y a l'humain et il y a tout ce qui est informel qu'il faut quand même faire palpiter pour pouvoir Exactement. bien transmettre. Non mais alors là, on a parlé vraiment de la reprise d'entreprise, du jour J, de l'achat. Est-ce que tu fais aussi de la post-reprise? Est-ce que tu as un accompagnement sur la post-reprise une fois que c'est acheté? Alors, moi, je suis pas du genre à quitter le bateau une fois qu'il est parti. T'es sur le Bon, bateau. écoutez, je vous ai mis sur le bateau, je largue les amarres. Bonne chance, les amis, on se retrouve dans 1 an. Tu pourrais. Non, moi, j'aime toutes les parties dans la reprise. J'adore quand les gens arrivent avec des étoiles plein les yeux et qui me disent je veux reprendre cette boîte, ça a l'air Ok. génial. Ok, des fois on déchante un peu, mais ok. J'adore la partie négociation. J'adore. Ah oui, t'aimes bien la négociation. Ah ouais, j'aime bien la négociation. Ouais. T'aimes bien mettre les points sur la table. Alors, pas forcément mettre les points sur la table. Moi, j'aime aller chercher le gagnant-gagnant. J'aime aller comprendre quelle est la posture de l'autre, quelle est sa réalité, quels sont ses enjeux, ses besoins, sont les besoins, les enjeux de la deuxième partie et voir comment je peux les composer ensemble. D'accord. Et sur ça, il y a plein de leviers. Il y a les finances, il y a la fiscalité, il y a la psychologie. Moi, j'adore ça. Enfin, tu me connais. Oui. J'adore les notions d'énéagramme, de personnalité, de fonctionnement, de qu'est-ce que la personne a mis dans cette entreprise. Donc, je vais poser beaucoup de questions pour comprendre
comprendre l'appropriation psychologique qu'a le cédant par rapport à cette entreprise. Et c'est ça qui va me faire le levier de négociation. Moi, je ne suis pas trop le genre à taper sur le poing sur la table. Je suis plutôt à dire, OK, j'ai compris mon fil pour t'amener et puis faire un joli mariage. C'est celui-là. Oh, Donc, t'es une marieuse, en ouais, fait. je suis une entremetteuse, on m'a dit il n'y a pas longtemps. Ah, ben comme quoi. Et donc, j'aime cette partie négo. J'aime aller lever les financements, défendre le dossier auprès des banques. Oui, ça, je te connais beaucoup là-dessus, parce que voilà, tu en Et parles puis, souvent. et puis après, il y a un degré de confiance, c'est-à-dire que les partenaires bancaires, après, ils vous connaissent, ils savent Oui, comment vous travaillez bien les sûr. dossiers, ils savent que quand je présente un dossier, je le connais sur le bout des doigts. Mm. Et ça, c'est clé aussi pour transmettre. En fait, je vais être un levier pour transmettre le degré de confiance que j'ai dans le dossier. Je vais le transmettre au banquier. Tu deviens une sorte de, on va se le dire, une marque Une marque de confiance une du marque projet de de reprise. confiance. Ouais. Ouais, exactement. Et alors, cette marque de confiance, elle s'appuie aussi sur quelque chose, c'est qu'ils savent que derrière, je vais suivre le dossier. En post-reprise. En post-reprise. Et sur la post-reprise, ça va être là, par exemple, sur une boîte, les actes de reprise vont être signés d'ici un mois. On va commencer par passer 2 semaines en immersion totale. Et puis tu passes 2 semaines avec le repreneur Immersion totale dans la boîte. Et puis, on va aller voir exactement, entre ce qu'on nous a dit, ce qu'on a vu, les documents, on va aller voir, OK, comment ça se passe. Tu déshabilles la mariée, là, Pour en fait. vrai. Là, tu vois... là, on va aller regarder s'il ronfle, le marié. Le marié ronfle. Donc, là, on va aller faire de l'immersion totale. Et puis, on D'accord. va voir comment ça fonctionne. Tiens, la comptable, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se structure? Et la direction des ressources humaines, c'est fait comment? Et ceux qui sont sur le quai, ils travaillent comment? En fait, c'est que tu l'avais vu en amont, mais alors moi, je le sais Ouais. aussi, ce que tu dis, c'est pour ça. On descend dans l'opérationnel. Ouais, quand tu descends dans l'opérationnalité, quand Y a tu que ça es de là, vrai. il n'y a que ça de vrai. Tu es là, tu captes ce que je disais, l'informel, tu fais « Ah oui, d'accord, j'avais bien analysé tous les besoins, mais il y a ça, il y a il y a les ajustements de l'informel et de la réalité. » Mais ça, là-dessus, on partage vraiment cette approche-là, Oui. c'est que Ça, c'est... on ne peut pas transformer une entreprise avec des plans stratégiques. Hein. Moi, je veux bien hein, que ça nous donne une vision. On peut vendre de la stratégie dans tous les sens. On est un peu des terriennes, il faut mettre les pieds dans la boue à un moment. Ouais, je dirais qu'on est des femmes d'action. Non, mais c'est vrai, de réflexion et d'action. Oui. Et l'action, elle est sur le terrain, elle est sur l'opérationnel, elle est sur comment ça marche concrètement dans la réalité. Il se passe quoi? Et là, il faut aller sur le lieu. Il faut aller sur le lieu. Il faut aller transpirer, il faut les sentir. Moi, je veux sentir. L'intuition. Moi, on parle d'intuition féminine. On est dans l'action, on a l'intuition féminine. Et voilà. Et donc, on va faire ça. Et puis après, on va mettre un plan d'action pour le coup en œuvre. Oui. Parce qu'on sait quand même, on a notre vision stratégique, on sait où on a envie d'aller. Sauf qu'on n'avait pas la réalité exactement concrète opérationnelle. Là, on a la réalité concrète opérationnelle. Et après, on établit notre plan d'action. Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, s'il y a des outils, par exemple, on peut t'appeler toi sur comment on va restructurer la boîte, sur les outils comptables, les outils de gestion, les ERP, même les embauches, tout ce qui est structuration de la partie RH. Toi, c'est vraiment une partie que tu aimes bien faire aussi. Que je fais avec Hélène Raza, mais c'est vrai sur le primo-recrutement ou sur le recrutement exactement. Voilà, et puis moi, ça va être après tout ce qui va être outil de pilotage, parce que quand on rachète une boîte, 2, 3, 4 millions, voire même 500 000, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que je vais générer vraiment la rentabilité et le cash? Parce que la rentabilité et le cash, c'est pas toujours la même chose. Est-ce que je vais vraiment générer le cash et que quand mon remboursement de l'emprunt d'acquisition il tombe, est-ce que j'ai l'argent sur le compte? Et là, on a intérêt à avoir des vrais outils de pilotage. On n'est plus à piloter au nez. Hein. Là, pour le coup, l'intuition, c'est bien, mais les chiffres, c'est pas mal. C'est un vrai enjeu, parce que là, on parlait vraiment du reprenariat, mais j'ai beaucoup d'entreprises qui pilotent encore au compte bancaire. À la trésor, c'est leur compte bancaire, c'est un peu plus complexe que puis ça. Après, il y a la régule d'IS et puis ça passe Oh là là, on n'en parle pas. Et donc, vraiment avoir des bons outils de pilotage, ou alors quelqu'un qui vous accompagne sur le pilotage, qui vous explique, qui vous transmet, qui vous accompagne, qui vous met en alerte. Donc moi, je peux mettre en alerte sur des enjeux. Je vois, en fait, et souvent, je peux te dire, là, il y a... Là, il y a un loup. Il y a un truc qui ne va pas. Mais oui, vraiment être sur place et accompagner les repreneurs. Et donc, toi, comment tu le formalises l'accompagnement post-reprise? Tu le dis avant à ton client qui vient te chercher, à celui qui a les lumières dans les yeux. Attention, avec moi, c'est un partenariat long terme. Non. Je ne fais pas comme ça. Tu attends qu'il tombe amoureux. C'est exactement ça. Non, mais comment ça se formalise en fait? En fait, moi, je fais mon boulot à fond. C'est-à-dire que... Ah oui, d'accord. Tu délivres et je reprends le dossier. Et en fait, ce qui ressort des dossiers, c'est... je ne suis pas une prestataire, je ne suis pas une consultante, je porte le projet avec eux. D'accord. Je suis une partenaire. Ah oui. C'est un peu comme avoir une co-associée, mais qui n'a pas pris de part dans la boîte. Ouais, c'est pareil. Quand on parle du projet, on parle de on parle de nous, on va faire ça. D'accord. C'est déjà là. Ah ouais, donc en fait, mais parce que
Parce que c'est comme ça que j'incarne mon Oui. métier. Et du coup, dans cette posture, les gens l'intègrent dans le système. Et après, quand ils sentent qu'on va y arriver, parce que des fois, ils me disent, tu crois qu'on va y arriver? Je dis, ouais, on va y arriver. Et des fois, ils y croient moins que moi. Et quand on y arrive, et qu'ils sentent qu'on va vraiment y arriver, là, il y a la pétoche. Ah oui, Ils l'ont tous. il y a le refus d'obstacle un peu. Tous. Ils l'ont tous, ce moment de doute de... J'y vais vraiment là? Quand ils sont salariés, ils disent, je donne vraiment ma démission, j'y vais vraiment? Bah oui, c'est chaud, je Bah ouais, en comprends. fait, on y va là. C'est le moment. C'est Et là, ils ont la incroyable. pétoche. Et là, ils me font, tu restes avec moi après? Ah, c'est. En fait, c'est parce que là, tu viens de nous parler de ton accompagnement, l'accompagnement sur la finance, enfin la gestion financière, Ouais. et tu as aussi l'accompagnement très humain. Je sais que tu fais de l'accompagnement dirigeant, et c'est là où ça intervient. En fait, c'est tout le temps entremêlé. C'est tout entremêlé. La gestion financière, la finance, c'est bien, mais c'est qu'une résultante, hein. C'est des faits, c'est des chiffres, c'est une résultante. Ce qui fait la différence, c'est l'opérationnel, c'est l'humain, c'est le dirigeant, c'est comment il sent, c'est comment il aborde le problème, c'est comment il décide. C'est ça qui fait toute la différence. Donc si on ne traite pas ces sujets, on passe à côté de la plaque de notre métier. Oui, d'accord. Enfin, En fait, ils te font venir pour la gestion financière, mais ils se doutent pas qu'il va y avoir l'accompagnement humain qui vont pouvoir t'appeler. Là, j'y crois plus. et puis ils comprennent vite que ma vraie force, c'est ça. Que la vraie force de mon accompagnement, au-delà de l'expertise financière qui est, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire c'est un minimum, hein. C'est le minimum du job, d'être expert dans finance, de connaître la stratégie, de maîtriser le juridique, maîtriser le fiscal. C'est le minimum dans ce métier. Donc quand on dit que c'est un métier d'expérience, c'est un vrai métier d'expérience, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est pas vrai. Mais ce qui va faire la vraie différence, au-delà de l'expertise, le vrai positionnement, c'est cet humain, c'est ce relais qu'on est. C'est-à-dire qu'ils sont seuls, hein. Ils sont seuls, ils reprennent une boîte. Leur femme, des fois, ou leur mari, hein, il est en PLS. Bah oui, c'est. En non, disant, mais- fais sur ton coup, parce que là, tu avais un beau salaire, tu gagnais 8 000 euros net, tu étais Et salarié en partant en pourquoi tu te fais du vacances. mal? Pourquoi tu te fais du Mais mal? pourquoi tu veux faire ce truc exactement? Et ça, c'est. Et là, C'est un pet au casque. Hein. là, ils sont contents de pouvoir envoyer un message à quelqu'un à 6 h du matin, Bah à oui. 20 h, avec le stress de dire, on Bah y oui, je va, comprends. t'y crois. C'est un vrai relais, en fait. C'est un vrai binôme, c'est une béquille. On est là et on porte. Et on cherche des repreneurs qui sont suffisamment forts pour porter, mais des fois, on a besoin d'un support. On est ce support. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé mon métier, enfin mon métier d'entrepreneur, si je puis dire, qui était plus, comme j'ai dit, sur la structuration administrative et transformation digitale, je m'attendais pas à... et c'est ce que tu dis, on ne l'apprend pas à l'école. Hein. Je m'attendais pas à avoir autant d'humains à gérer. Moi, je pensais que j'allais implémenter des outils. La blague. La bonne blague. Alors, quand on implémente des outils, on découvre le champ humain. Et donc, justement, je suis très contente que tu m'aies formée sur l'énéagramme. Je l'utilise. Implicitement, je ne le dis pas aux gens, mais j'ai vraiment besoin d'avoir de la compréhension fine de l'humain, d'avoir de la compréhension fine aussi de soi-même, de savoir, bon, là, je ne vais pas assez bien pour gérer ça. Donc, je ne vais pas pouvoir accompagner l'entrepreneur. Donc, il faut être solide aussi mentalement. Et donc, il faut se connaître. Il faut connaître l'humain. Et il faut connaître sa propre expertise. Et c'est ce que tu dis, en fait. Ta propre expertise, c'est le standard, c'est le b.a.-ba, quoi. Après, C'est le standard, ouais, c'est le minimum, en fait. c'est le minimum. Et après, comment tu comprends les choses, ta sensibilité. Moi, je sais qu'on vient me chercher aussi pour ma personnalité, comme on vient te chercher pour ta personnalité. Moi, on vient me chercher pour une personnalité un petit peu rentre-dedans, un peu rigolote et tout ceci. Allez, ça va bien se passer. L'humour, ça aide. Oui. Ça dédramatise, ça permet d'aller chercher des solutions, ça permet de sortir de la cage du stress. Donc l'humour, c'est indispensable en fait, hein. Les jeux de mots, la complicité qu'on va créer avec les clients aussi. C'est cette complicité qui va permettre d'avancer et du coup de dédramatiser les situations et puis de toujours trouver des solutions derrière. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on rend possible les transmissions d'entreprise. C'est comme ça. C'est pas en considérant les transmissions comme de la transac. Mais qu'est-ce que j'ai horreur de ce terme? De la transac. La transac. En fait, c'est les termes. C'est de la transac. On parle, ouais, on Transaction. fait des opérations, j'ai fait de la transaction. Vous avez rien compris à votre métier, hein? Voilà. Ah non, Là. mais c'est vrai. Alors, si on veut faire ça, oui, ok, et puis on prend 10% d'honoraires. Ouais, j'ai fait de la transac et des opérations. Moi, c'est pas ça C'est que pas je ça fais. que tu veux. La transmission, c'est une transition. C'est construire la transition. C'est marcher sur un pont qu'on est en train de construire entre un cédant et un repreneur. Oh, c'est beau. Mais c'est ça. Marcher sur un pont qu'on est en train de construire. C'est un peu dangereux, mais... Un peu dangereux, mais c'est dangereux, la transmission. Ouais. C'est dangereux pour le cédant et pour le repreneur. Oui, pour les deux, effectivement. Il y a un vrai danger. C'est différent l'entrepreneuriat où tu t'engages seul, si je puis dire, ou avec des associés, mais reprenariat, effectivement, c'est une rencontre. Une rencontre, ouais. Une rencontre. Et donc, avec les dangers qu'il peut avoir.
Il faut rendre possible. Il faut rendre possible les transmissions d'entreprise. Il y a trop de cédants qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où s'y prendre, qui ne savent pas comment mettre en vente leur entreprise, qui ne savent pas comment la valoriser. Il y en a même qui pensent que ça ne vaut rien. Eh ben justement, si tu avais un conseil, alors ou pour le repreneur ou pour le cédant, comme tu veux, un conseil simple, ton premier conseil. On a bien compris, avec tout ce que tu nous as dit, c'est pas un conseil, vous allez Il y vous a en plein sortir. de choses à faire. Mais voilà, quel est le premier conseil que tu donnerais? Pour le cédant, je dirais, mais faites un audit de transmissibilité. Pour le cédant, un Ouais. audit de transmissibilité. Ouais, faites un audit de Tu fais transmissibilité. ça? Ouais, je fais ça. Ok. Et faites venir quelqu'un et demandez-lui, bah voilà, si je dois vendre ma boîte demain, Un qu'est-ce que je audit. peux en faire? Ok. Et du coup, on va balayer tous les sujets. Son organisation, comment c'est dirigé, comment c'est structuré, comment les salariés évoluent dans l'entreprise. On va tout passer en revue pour Ok. voir, sur un degré de transmissibilité, si on va aller à 100 pour être prêt, Ok. on en est où? Ok. Et comme ça, on va avoir un plan d'action de la transmissibilité de la boîte. Et une entreprise, ça vaut de l'argent. Voilà. Parce que Ouais. il y en a trop sur des petites boîtes. Je vois trop de petits artisans, de menuisiers, de paysagistes qui me disent « Oh, ma boîte, elle vaut rien » et qui ferment comme ça. Mais Non, bah nom non. de Dieu, c'est dommage vraiment. Donc voilà, toutes les entreprises Audit de peuvent transmissibilité. être transmises si elles sont bien préparées. Ok. Le repreneur, tu as un conseil. On a bien vu qu'il y avait beaucoup de choses, mais premier conseil. Je veux reprendre une entreprise. C'est quoi ton premier conseil? On boit un café. C'est quoi ton premier conseil? Trouver une entreprise à reprendre à son image. C'est très bien. Voilà, c'est ça qui va venir rencontrer votre personnalité, qui va venir rencontrer votre expertise Ah, métier, ok, super. les challenges sur lesquels vous avez envie d'aller. Voilà. Alors, ton premier conseil, c'est dans audit de transmissibilité. Je le dis 2 fois. Et ton premier conseil repreneur, trouver une entreprise à votre image. Ouais. C'est vraiment bien. Je te remercie, Amélie, pour cet Avec échange. plaisir. C'était Amélie Favaro. Moi, je vais mettre ton LinkedIn dans la description de ma vidéo. Si vous avez des questions, vous pourrez la contacter. Je te remercie beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On ne sait Ouais, jamais, on avec pourra y plaisir. répondre. Je te remercie beaucoup. C'était mon premier Merci podcast. à toi. Donc, C'était top. je suis ravie que ce soit avec Amélie. Et à la prochaine sur une prochaine vidéo sur les opportunistes. bientôt. À bientôt.